Bonsoir. D'importantes réformes dans l'obtention du permis de conduire en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va changer? Comment se feront désormais les examens pour le permis de conduire? Les réponses dans le Life Actu. Aurons-nous bientôt un vaccin contre le paludisme? Le point de l'avancée des recherches dans ce domaine tout à l'heure. Et la cybercriminalité en Côte d'Ivoire, c'est ce dont il sera question ce soir. Pour en parler, nous aurons avec nous Franquier. Il est expert et consultant en cybersécurité. Ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information, comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, qu'est-ce qu'on est content. On est content d'être en votre compagnie. C'est une nouvelle semaine qu'on entame. Et quand c'est lundi, en général, les gens disent... On danse? Parce que tu dansais? J'aurais pu, ouais, je dansais, j'avoue. Les téléspectateurs n'ont pas vu que je dansais, mais il fallait que vous fondiez la mèche. Non, mais en fait, le week-end, j'ai inventé un pas de danse. Oui, donc je me suis dit, hors antenne, je pouvais m'exercer à le proposer déjà à ma team ici. Si vous appréciez, le pas de danse, c'était... Et ça s'appelle comment? J'ai pas encore. Je sais pas. C'est pas encore abouti. Ça va, mesdames? Ouais, Ça se passe bien? Vous avez passé un bon week-end? Super. Vous êtes au top pour présenter vos infos? Vous avez des téléspectateurs qui seront bien servis en matière d'actualité, d'information, de pertinence, de profondeur. Il y aura tout ça? De décryptage. De décryptage aussi. Ouais. Très bien. Oh, ok. Les téléspectateurs disent de vous dire ils sont contents. Rien là, ici. Oui, Petite fourmi pour notre petite info. toujours. Elle parle de quoi, cette petite info? Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui est assez récurrent de plus en plus. Alors, vous connaissez le gaz butane. Vous savez bien que ça a des utilités, on va dire à des fins ménagères. On l'utilise à la maison pour cuisiner, au restaurant, etc. Eh bien, il faut savoir que de plus en plus, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'ailleurs de la sous-région, le gaz butane est utilisé en substitution du carburant par certains transporteurs, par certains véhicules de transport. Certains automobilistes. Et oui, automobilistes et parfois même des particuliers qui mettent justement à l'arrière des bouteilles de gaz butane pour alimenter la voiture en substitution du carburant. Alors il faut savoir pourquoi. On se demande peut-être pourquoi. C'est relatif en fait au prix. Il faut savoir que le gaz butane en Côte d'Ivoire est subventionné par l'État, donc ça revient moins cher que le carburant pour ces personnes, mais ça a des implications très très négatives, comme par exemple l'accident qu'on a vu sur les réseaux sociaux circuler dernièrement. Il s'agissait justement d'un taxi qui roulait au gaz butane, qui a explosé, faisant 4 morts à bord de son véhicule. Ben oui, mais toi, tu dois en savoir un peu plus. Au Burkina, c'est très répandu. Ça, moi, c'est là-bas où je l'avais découvert. Et surtout avec la canicule, la chaleur, je me demandais comment ils font. Mais je veux dire, c'est normal là-bas que les taxis roulent en... C'est impressionnant de voir. Ouais, c'est pas normal, c'est... Enfin, c'est répandu. Voilà, c'est devenu normal, c'est banal. Ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point on privilégie la recette ou on va dire les économies financières, des finances par rapport à la vie humaine. Et même si c'est une solution, même si ça paraît comme une solution de substitution, vous en parliez, ça a besoin d'être encadré, ça a besoin d'être entouré de beaucoup plus de mesures de sécurité. Surtout que c'est super risqué. C'est super risqué. Est-ce que c'est normé? C'est légal? Non, c'est pas légal. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui interdit cela et justement, bientôt on verra. Et puis les conséquences sont là. Il y a des conséquences. Avant la loi, il y a ce qui s'est passé là déjà. C'est un phénomène qui endeuille des familles. Moi, j'ai un ami justement dont la sœur s'est retrouvée malheureusement parmi les victimes. Aujourd'hui, il est inconsolable. Vous imaginez bien que cette personne-là, en tout cas dans quel état elle se trouve aujourd'hui, c'est déplorable, c'est juste déplorable. Vous en parlez tout à l'heure, à la recherche du gain, à la recherche de solutions faciles. Tout à fait. Et du côté des populations, il faut faire attention aussi au transport qu'on emprunte. Après, est-ce qu'il faut ouvrir le coffre? Est-ce qu'on va regarder? Même les agents de police, ils ne vont pas systématiquement ouvrir un coffre pour voir si la voiture est justement, je crois que ce genre de situation-là permet déjà d'ouvrir l'œil et puis de commencer à regarder de ce côté-là pour éviter qu'on se retrouve dans ces situations. Merci, chère petite fourmi, d'avoir relevé le fait et nous permet d'en parler, de tirer sur la sonnette d'alarme. Bon, on va démarrer cette soirée avec un tour de l'actualité locale et internationale. Les nouvelles de chez nous et du reste du monde, c'est dans le Life Actu. Merci Sophie, tout le monde vous a vu en train de m'écrire. Parce que ça va être spécial le jour que je rate la chaise. Ça allait être compliqué. Hein.
surtout en direct. Bon, bon, par les choses sérieuses. Alors, justement, on sourit un tout petit peu, mais il y en a qui ne sont pas contents. Ouais. Et c'est le ministère des Transports qui n'est pas content des inspecteurs des examens théoriques et pratiques concernant le permis de conduire. Et il y a des décisions. Tout à fait. Alors ce soir, vous l'aurez remarqué, hein, c'est moi qui fais que transport aujourd'hui. La papato du transport. Alors effectivement, c'est la suspension des inspecteurs du permis de conduire. Il faut savoir que 12 000 en moyenne par an, c'est le nombre d'accidents routiers depuis 2018, avec 1400 morts en moyenne également depuis 2018. Et le ministère du Transport n'est pas resté silencieux face à ces statistiques qui sont quand même aberrants, alarmants. Et donc la décision a été prise, on l'a appris à travers le communiqué du 23 avril 2021. Il s'agit de la suspension des inspecteurs des examens théoriques et pratiques dès ce lundi 26 avril, donc ça a pris effet aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique la reprise déjà des examens à partir du 3 mai, mais cette fois-ci ce sera justement des agents de la gendarmerie nationale qui vont s'occuper sur une période de 3 mois justement de ces examens-là. Pourquoi cette décision? Parce qu'on a remarqué pas mal de fraudes, pas mal de corruption justement dans le processus d'obtention du permis de conduire. Et conséquences directes? Conséquences directes, tous les accidents qu'on a pu notifier, la campagne qu'on a pu décrypter ici, qui fait aussi partie des nouvelles mesures, on va dire, de sensibilisation. Donc ce sera en fait le temps de pouvoir réformer même tout le processus d'obtention du permis de conduire en Côte d'Ivoire par tous les acteurs, former les inspecteurs et puis pourquoi pas, on va dire, les alerter, leur donner un petit coup de pression pour qu'ils comprennent l'enjeu que c'est. Absolument, parce qu'il y a vraiment sur les routes, il y a des gens, c'est à se poser des questions. Oui. Comment celui-là, il a eu un permis de conduire? Et parfois, il y en a qui n'ont pas tout simplement de permis de conduire. Donc tout ça, ça va faire partie des nouvelles réformes, la vérification. Ils vont intensifier justement le système de sécurité routière. On va remarquer justement que les policiers seront beaucoup plus regardants sur ces choses-là, avec des sanctions à l'appui pour justement limiter. C'est pas trop tôt, parce que quand on parle d'un constat qui date de 2018, aujourd'hui on est en 2021, et qu'on continue à avoir autant de dégâts, on se rend bien compte pour toutes les personnes qui prennent la route, que ce soit en tant que passager ou conducteur, il y a énormément de personnes qui n'ont pas eu de permis. C'est pas possible. Ne serait-ce que le simple jeu d'appel de phare quand on est sur la file de gauche, la file donc qui va plus vite. Tu fais des appels de phare et les gens ne bougent pas. Ils ne comprennent même pas que quand on te fait des appels de phare où on klaxonne, c'est pour que tu te décales si tu vas plus lentement. Donc rien que ça, tu le sais que c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer cette situation, n'a pas eu de permis. Même ceux qui ont le permis de conduire parfois ne connaissent même pas le code de la route, la priorité à droite, au rond-point. Ils ne connaissent pas le code de la route. Parfois, ce sont des permis qu'on va dire achetés, parlons de façon terre à terre, tout le monde en parle. C'est quelque chose dont j'ai été témoin, moi, quand je passais justement le code de la route. Et puis, moi, je n'ai pas acheté mon permis. mais le point, c'est que même si ces personnes maîtrisent le code de la route, il y a énormément d'incivisme dans la circulation. C'est un autre point qu'il faut relever. L'incivisme, l'irrespect, le manque de courtoisie. Je ne sais pas combien de fois j'ai pris une route régulière et que même ce matin, vers Palmeraie, je circule et puis tu as un taxi qui va bifurquer pour prendre à droite et puis il y a des tablés, il y a énormément de choses. On ne peut pas dire qu'ils ne maîtrisent pas le code de la route, c'est juste de l'incivisme en fait. Totalement. Et pour moi, au-delà des sanctions, il y a un grand travail d'éducation civique à faire, de sensibilisation. Etc. Pensez plus communauté, pensez plus vivre ensemble plutôt que de ne penser qu'à soi. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe ce genre de choses, la plupart du temps, au marché de Treichville, pareil, il y a eu un gros embouteillage dans une rue parce que personne ne voulait faire laisser passer l'autre. Et parfois, c'est tout bête. C'est tout bête. Et du coup, quelqu'un a dû descendre de sa voiture pour aller essayer de décanter la situation parce que deux personnes ne voulaient juste pas se laisser passer. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est OK, il y a une réforme du système, les agents vont devenir des gendarmes pendant 3 mois, mais et toutes ces personnes qui n'ont pas de permis en ce moment, qu'est-ce qui va être fait? Alors, il faut savoir que justement, le ministère du Transport a participé, on va dire, à une réunion extraordinaire avec la Commission nationale de la sécurité routière et il a été justement décidé pas mal de nouvelles, on va dire, réformes qui visent à renforcer la sécurité routière. Et justement, il faut réprimer systématiquement les cas de conduite sans visite technique automobile, de conduite en cas d'ébriété, je lis d'excès de vitesse, de mauvais état mécanique de la voiture, de manque de permis de conduire et tout ce qui s'ensuit. Oui, parce que quand même,
il y a des véhicules de transport en commun. Quand vous les voyez, vous dites, mais ces gars, ils sont passés comment la visite technique? Ils ont une visite en plus, ces gars-là. Oui. Ils ont une visite. Oui. Ou bien il y a des manœuvres extraordinaires, que c'est des pirouettes à la limite au carrefour de l'ancien Orcadeco. Mais c'est incroyable, il y a un tour de Baka. Mais oui. Mais tu te dis, mais comment ça se fait? Et je crois que c'est tout ça que le ministère a décidé de prendre à bras le corps pour dire, trop c'est trop, on regarde des chiffres, hein, on les a sous nos yeux. Rihanna, le 12 avril 2021, le groupement des sapeurs-pompiers militaires livrait des statistiques. A rendu ces statistiques, justement, c'est 2453 interventions. Et il faut savoir que plus de 63% de ces interventions sont dues à des accidents de la route. On a 34 décès qui ont été constatés et plus de 85% de ces décès sont justement dus à des accidents de la route. Et parlant d'accidents, aujourd'hui, ça devient de plus en plus alarmant quand on voit, par exemple, les chiffres, notamment le jeudi 22 avril, aux environs de 5h30 du matin, il y a eu cet accident qui est survenu sur l'axe Yopougon à Bobo, qui a fait 10 morts et 11 blessés, dont 5 cas graves, donc d'où l'alerte du ministère. On se rappelle la professeure en gériatrie qui est décédée avec son mari et son fils, tout simplement parce que un chauffard est venu en état d'ébriété et puis ils étaient en plein footing. Et c'était des jeunes qui n'avaient pas de permis, on se souvient. Tout à fait. Donc, on va dire que ce sont des faits que le ministère aujourd'hui n'ignore pas et sur lesquels il ouvre de plus en plus les yeux. Et aujourd'hui, de vraies réformes seront mises en place et ça va jusqu'au système de formation et d'obtention du permis de conduire. C'est génial. Je mets envie, ça commence même par cela. Tout à fait. Et, si vous avez un permis correct, qui a été délivré dans de bonnes conditions, ensuite vous serez formé au civisme, à la sensibilisation et même les piétons, il faut leur dire. Parce que voilà d'autres aussi qui se disent, écoute, les piétons, de temps en temps, ils font la loi. On traverse que ce soit les piétons et les marchands ambulants, surtout sur VGE. Toujours au milieu de la route, le feu est vert et puis on est obligé de les esquiver pour pouvoir passer. Exactement. En fait, c'est un certain nombre de choses. Je pense que au-delà de la sensibilisation, je pense que aussi des sanctions dissuasives. Exactement. Des sanctions dissuasives, c'est important. Le permis à point peut-être. Ce qu'on ne dit pas toujours, c'est qu'il y a des permis de conduite qui ont été retirés. Oui, tout à fait. Oui. De plus en plus d'ailleurs. Il y a un conseil qui se tient assez régulièrement en cas d'accident. Au niveau du commissariat, il récupère les permis. Et quand il y a blessure, etc., là, tu dois passer devant un conseil pour voir en fait si on doit récupérer ton permis, si on doit retirer ton permis ou pas. Ça existe. Après, on peut aller plus loin. On sait qu'ailleurs, dans d'autres pays plus développés, on a le système des points, on retire des points jusqu'au retrait total du permis et tout ça. Peut-être les radars aussi. Ça on voit de moins en moins. Mais ça existe dans la souris. C'est une réaction naturelle de Sophia sur le plateau. Ça existe en Afrique, pourquoi pas ici? On a des radars, mais on les voit de moins en moins. C'est pas par rapport à ça que je dis une rabia. En fait, vous comprenez, Sophia Ida, elle est étonnée de votre rapidité, de force de proposition. Voilà. Merci beaucoup, Rabia. Voilà, c'est tout. Bon, allez, on va enchaîner avec une plutôt bonne nouvelle. On sait que l'Afrique est très durement touchée par le paludisme. Vous aurez les chiffres tout à l'heure. Profondeur. Et le paludisme, eh bien, c'est un sujet qui a intéressé des chercheurs et de plus en plus, nous nous rapprochons d'un vaccin contre le paludisme. Ça va être une bouée de sauvetage. Ça va être bonne nouvelle. Oui, non, ça va être une très très bonne nouvelle. Pour l'instant, on est encore au conditionnel, mais on se rapproche, comme tu disais, d'une solution de vaccin. Donc, il y a un vaccin qui a été testé donc, sur 450 enfants. Et ce candidat vaccin, c'est le R21 Matrix M, un vaccin contre le paludisme. Le nom aussi, quand même. On dirait que ça vient de Avengers, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais ça va être un vaccin de solution. Donc, contre le paludisme et qui a montré une efficacité de l'ordre de 77%, devenant ainsi donc le premier vaccin à atteindre l'objectif d'efficacité vaccinale de 75% qui a été fixé par l'OMS. Alors, une autre bonne nouvelle, c'est qui met en œuvre ce vaccin? Alors, ce vaccin est mis en œuvre par des chercheurs, comme tu disais tout à l'heure, mais des chercheurs du Burkina Faso. Donc, ici, sur le continent, bien sûr, avec l'aide de leurs partenaires de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni. Donc, ils ont publié cette annonce en fin de semaine dernière. Donc, je trouve ça amazing, très positif pour le continent. Je sais que quand il y avait au pic de la pandémie Covid sur le continent, le Burkina Faso aussi était un pays qui avait déjà fait des recherches par rapport à un vaccin. Il disait avoir trouvé peut-être une solution. Donc c'est véritablement, en tout cas, une terre... voilà.
propice à ce genre de solution. C'est surtout qu'aujourd'hui, je le disais, hein, le paludisme frappe durement l'Afrique. Qui mieux que les Africains devrait être acharné à trouver des solutions. Il y a l'Afrique, il y a l'Inde, il y a l'Asie aussi, qui sont l'Amérique du Sud aussi, pays. Non mais je crois que les pays, enfin en tout cas les continents où il y a le plus de personnes touchées, il y a l'Asie et il y a le continent africain. Alors pour les tests, pour revenir aux tests, il y a donc les 450 enfants qui ont été recrutés étaient âgés de 5 à 17 mois et dans l'ère du système de surveillance démographique et de santé de Nanoro dans la région du centre-ouest du Burkina Faso. Les enfants donc ont été répartis en 3 groupes. Un groupe de 150 qui a reçu un vaccin à faible dose, un groupe de 150 aussi qui a reçu un vaccin à plus forte dose et puis le dernier groupe de 150 qui a reçu un vaccin de contrôle qui est le vaccin anti-rabique. Alors sur 12 mois de suivi, le vaccin s'est révélé donc efficace à 77% dans le groupe ayant reçu la plus forte dose et puis à 71% dans le groupe ayant reçu la dose la plus faible. Donc les dernières phases, comme je disais tout à l'heure, on parlait au conditionnel parce que les dernières phases d'essai du vaccin, donc la phase 3 de l'étude va bientôt commencer. Donc 4800 enfants âgés de 5 à 36 mois vont être recrutés dans 4 pays africains, notamment le Burkina Faso évidemment, le Kenya, le Mali et la Tanzanie. J'étais surprise de voir le Kenya parce que j'ai toujours pensé quelque part qu'il n'y avait pas de paludisme au Kenya. Parce qu'on n'entend pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de cas dans ce pays-là. Donc bon, ok. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas choisi le Cameroun par exemple. Ou le Sénégal. Ou le Sénégal, Donc c'est après donc les résultats de cette phase que le candidat vaccin donc, pourra être homologué et qu'enfin on pourra dire un ouf. Voilà. Donc au Burkina Faso, il faut rappeler que les enfants seront recrutés et testés toujours à Nanoro. Dans la région du centre-ouest et puis à Dandé au sud-ouest également dès le mois de mai 2021, donc c'est le mois prochain. C'est important, on le sait, sur le rapport 2020 de l'Organisation mondiale de la santé, ce sont 229 millions de cas de paludisme qui ont été enregistrés en 2019, donc 95% dans 27 pays avec 27% au Nigeria et 3% en Côte d'Ivoire. Justement, alors pourquoi ne pas tester justement le vaccin dans ce pays-là? Parce que c'est quand même terrible. Le paludisme décime des familles entières au Nigeria, même des familles aisées. Hein. C'est pas tout le monde. C'est pas parce que tu as de l'argent, le moyen de te soigner que le palu ne peut pas te toucher. Mais même le Burkina, je pense que c'est pas un hasard qu'un vaccin se soit développé au Burkina, parce qu'au Burkina, le paludisme aussi fait beaucoup de ravages. Et c'est une forme de palu très virulente. Et il y a aussi l'autre palu, non pas la typhoïde. Le palu cérébral? Non, pas cérébral, il y a un autre palu. Je ne sais pas, Brice, si tu peux m'aider à... Il touche, non, il y a gastro. Maintenant, il y a une autre. Non, pas un autre. Un autre type de palu. Un autre type de palu. Vous allez nous tous sur ce plateau. Un autre type de palu, en fait, qui est très connu, mais c'est pas le chikungunya, c'est un autre. Non, chikungunya, c'est oui, très connu aussi, mais voilà, qui fait également beaucoup de ravages au Burkina Faso. En tout cas. Et les moustiques là-bas, en Afrique, il faut savoir que l'incidence du paludisme reste le plus élevée et représente 92% des cas enregistrés dans le monde. Donc en 2019, plus de 400 000 cas de décès ont été enregistrés à travers le monde, dont 95 en Afrique, avec 23% au Nigeria, on le disait tout à l'heure, et 2% en Côte d'Ivoire. Et tu disais justement qu'on pourrait pousser un ouf de soulagement une fois que ces études seront terminées. Exactement. Et qu'on pourra justement mettre ça sur le marché. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on peut déjà pousser ce ouf de soulagement parce que ça avance, les recherches avancent. Et je veux dire, le paludisme, c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps, qui fait beaucoup de ravages, comme Rabia l'a dit, dans de nombreux pays africains. Les enfants en souffrent énormément. Et quand on sait justement... Oui, même les adultes. Et quand on sait la précarité... J'ai remarqué que tous les tests ont été réalisés sur les enfants. C'est-à-dire que ce vaccin-là ne concernerait que les enfants. C'est peut-être un premier questionnement. Alors c'est peut-être le premier pas parce qu'il faut savoir que les enfants, c'est vraiment la majorité, sont déjà plus exposés, sont plus à risque, mais sont aussi la majorité des cas qui sont constatés. Hein. Ça, il faut le savoir. En tout cas, il y a énormément d'ONG qui se mobilisent pour ce combat-là et elles sont vraiment à saluer, à applaudir. C'est beaucoup de jeunes africains
voilà, donnent de leur temps pour essayer de sensibiliser, parce que je pense que la prévention aussi aide beaucoup. Aujourd'hui, la goutte épaisse permet de savoir si on est positif ou non. Les nets, comment c'est, mosquito nets, les moustiquaires sont distribués par plusieurs ONG gratuitement. Il y a beaucoup de campagnes mais de sensibilisation. le problème, c'est l'information, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont simplement pas l'information de savoir comment prévenir cette maladie. Mais les autorités aussi devraient faire un travail, notamment pendant les périodes de pluie, l'assainissement, ce qui n'est pas forcément fait. On a beaucoup de doses. Je sais que le programme national de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire est très efficace. Oui, moi je me souviens de plusieurs campagnes. Parce qu'on a 2% quand même en Côte d'Ivoire. Je veux dire. Non, totalement. Moi j'ai souvenir de justement plusieurs campagnes justement qui visaient à éduquer la population justement aux gestes barrières, vu que c'est le terme tendance en ce moment, aux gestes barrières pour prévenir justement le paludisme, notamment pour les personnes qui vivent dans des quartiers précaires où on peut avoir des problèmes de salubrité, de marécage et tout ça. Comment se protéger, fermer les vitres, dormir sous moustiquaires imprégnés et tous les outils de prévention. Et justement, on en parlait hier, parce que hier c'était la journée justement mondiale de la lutte, la 14e journée mondiale de la lutte contre le paludisme, et on en parlait avec voilà, des proches, et on disait que si on ne sensibilise pas, malheureusement les gens peuvent recevoir même des moustiquaires et l'utiliser autrement, l'utiliser pour pêcher. Déjà, on a déjà entendu. Non, il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. Donc, c'est important. C'est très, très important de sensibiliser, d'éduquer. Vous pensez qu'ils ne savaient pas que. En fait, ces gens-là ne savaient pas que c'était. En fait, c'est même pas qu'ils ne savaient pas. C'est qu'en fait, ils ne voient pas l'importance, justement, d'utiliser. Ils savent, mais bon, comme on le dit, ils ne font rien avec ça. La moustiquaire. Donc, ils l'utilisent comme filet à poisson. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle et on espère en tout cas que d'ici la fin de cette 3e phase d'études, on pourra célébrer et enfin mettre derrière nous cette épidémie, cette pandémie qui fait plus de morts que Covid-19. Bravo à nos chercheurs de Nanoro. Franchement, pour une fois, on disait très souvent, oui, dans la recherche du vaccin contre la Covid, les chercheurs africains, mais franchement, bravo. Et si le vaccin est homologué, il partira en Asie, il ira en Amérique du Sud, enfin voilà. C'est l'Afrique qui gagne, comme on dit. C'est l'Afrique qui gagne. On a besoin de soutenir ces chercheurs-là, soutenir la recherche en Afrique. Je crois qu'on a des cerveaux. Faut qu'on s'en rende compte. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas autant de moyens. Parce que là même, les chercheurs de Nanoro, ils ont besoin d'avoir le soutien de l'université, donc voilà, d'Oxford. En Grande-Bretagne, c'est ça? Oui, très bien. Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. Merci beaucoup, Sophie. Franchement, je vous tous sourire parce que c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même de bonnes nouvelles sur ce plateau et nous, ça nous motive. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission. On accueille ensemble notre invité. Nous allons parler maintenant de cybercriminalité et de lois en vigueur dans notre pays contre ce fléau. Franck qui nous a rejoint sur ce plateau, il est, je vous rappelle, expert et consultant en cybersécurité. Très bien. Bonsoir Franck, comment ça va? Bonsoir, très bien, merci vous-même. Merci d'être à notre compagnie, ça va très très bien. Merci Rabia Diallo, Ryan Assi, Sophie Aïda. Bien, ensemble, on va dans un premier temps aborder les questions sous un angle un peu pédagogique. On parle de cybercriminalité, on parle de plus en plus avec le développement des technologies de l'information et de la communication, on parle de caractère personnel des individus, on parle de données. Tout ça, on va bien expliquer aux gens, parce que moi j'entends ça aussi. Commençons par un premier point, la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est? Alors, la cybersécurité, si vous voulez, c'est l'ensemble des lois, des mesures, des dispositifs qui permettent d'assurer la sécurité d'un système d'information ou de données matérielles ou immatérielles. Donc, typiquement, vos coordonnées bancaires, vos données de santé, tout ça, ce sont des données personnelles. Vos ordinateurs, donc il y a aussi des éléments matériels, vos serveurs, vos data centers. Donc la cybersécurité, en fait, c'est vraiment une approche qui permet de sécuriser tout cet ensemble. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, on parle aujourd'hui de cybersécurité et plus uniquement, par exemple, de sécurité informatique, parce qu'il faut aborder ce point-là de façon holistique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder seulement le point de vue technique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, on pense automatiquement donc à des ordinateurs, à des hackers, mais il faut aussi penser donc au volet juridique, au volet social, parce qu'on l'a vu en Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a été très touché, qui l'est toujours
par les brouteurs et par la cybercriminalité. Donc il faut voir comment socialement on peut lutter contre ce fléau-là. Et donc il y a aussi des enjeux géopolitiques. Donc c'est vraiment une discipline à prendre dans un très grand ensemble. D'accord. Donner un caractère personnel des individus, donc ça renferme toutes les informations liées à un individu. Et puis, de plus en plus, ces informations-là sont sur les plateformes informatiques. Et malheureusement, ces données-là peuvent être exploitées par des individus véreux. Et vous, votre rôle, c'est d'empêcher que ces personnes-là s'en emparent. Effectivement. Très bien. Entre autres. Alors moi, justement, j'ai envie de rebondir sur le dernier point que tu as évoqué. Quand on voit maintenant la profusion de tout ce qui est application sur les smartphones, sur tous les sites web qu'on va, on a toujours un message qui nous dit que voilà, est-ce qu'on autorise ce site web à utiliser, etc. Et on n'a pas toujours le temps de lire les conditions d'utilisation. On n'a pas toujours le choix. Et je pense même que c'est fait exprès. Hein, oui, je pense que c'est fait exprès. Peut-être un peu, effectivement. Voilà. Ouais. Alors moi, ce que j'ai envie de savoir, comment on sait qu'on est protégé ? Alors, aujourd'hui, déjà, quand vous allez sur un site internet, normalement, en haut de votre barre, quand vous tapez le site internet, donc les 3 fois W, juste avant, il y aura un HTTP devant. Et en général, quand il y a un S, c'est que vous êtes sur un site sécurisé. Donc ça, c'est un des premiers moyens de savoir que vous êtes sur un site, on va dire, sécurisé. Ensuite, je pense qu'il faut faire attention, en fait. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, en cybersécurité, une des causes principales de la cybercriminalité qui augmente, c'est le facteur humain. C'est parce qu'en fait, nous les humains ne faisons pas suffisamment attention à ce sur quoi nous tapons ou les sites internet sur lesquels nous allons. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de cybercriminels qui utilisent une technique qu'on appelle le phishing ou le hameçonnage. Donc en fait, on vous enverra un email en se faisant passer pour une entité ou pour une personne qu'on n'est pas, avec un message en vous demandant de cliquer sur un lien qui va permettre donc à cette personne de pouvoir soit compromettre vos données ou verrouiller votre ordinateur en demandant une rançon. Et en général, quand ces personnes font cela, ils utilisent des adresses email donc, que vous êtes censé connaître, mais avec des petites subtilités. Par exemple, il pourrait, je pense qu'on a tous reçu ici des mails de Netflix, par exemple. On vous dit votre abonnement de Netflix a bientôt expiré. Donc, ils vont modifier le nom du destinataire, mais l'adresse email ne sera pas forcément celle de Netflix. Donc, en fait, il faut faire attention au nom du destinataire, il faut faire attention à l'adresse email et il faut faire aussi attention au corps du message. Parce que si, par exemple, moi, je sais que je n'ai pas de compte Netflix et que Netflix m'envoie un message pour me dire que j'ai gagné $1 000 ou $2 000. Et qu'il faut cliquer sur le lien pour pouvoir profiter. Ah non, mais justement, il ne faut pas cliquer. Oui. Ah, non, voilà. et que le mail dit qu'il faut cliquer, effectivement, il faut faire attention exactement, à il faut faire très attention. Donc, je pense qu'il y a un très grand aspect de vigilance à prendre en compte aussi. D'abord, donc, de sensibilisation. Et c'est un peu le travail que je fais à travers la plateforme que j'ai créée. Alors Rabia demande à quel moment on est protégé. Moi j'ai envie de dire à quel moment on sait qu'on est victime d'une attaque informatique. Alors c'est très compliqué parce que très souvent on peut être victime sans même le savoir. C'est-à-dire en général quand vous vous en rendez compte il est déjà beaucoup trop tard. Après il y a plusieurs types de cybercriminalité. Par exemple on a des hackers qui par certains moyens arrivent à introduire des vers informatiques dans des systèmes d'information ou dans des réseaux d'entreprises. Et là, ce n'est que malheureusement plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire plusieurs années après qu'on peut s'en rendre compte, effectivement. Après, pour des particuliers, très souvent, vous vous en rendez compte plus ou moins rapidement. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont un compte Facebook, ils essaient de se connecter sur leur compte, et vous n'arrivez plus à vous connecter sur votre compte. Donc là, automatiquement, vous pouvez savoir plus ou moins qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais il y a des moyens aussi de se protéger. Vous pouvez par exemple mettre en place ce qu'on appelle le MFA, donc Multi-Factor Authentication, donc l'authentification à plusieurs niveaux, où quand vous vous connectez sur votre compte, vous pouvez demander à ce qu'on vous envoie un email ou un SMS pour confirmer votre identité, pour s'assurer que c'est bien vous. Moi, je voudrais poser ma question. Oui, alors,
Moi, c'est par rapport à l'impact justement de la cyber, on va dire, criminalité ou sur un pays ou une nation. Parce qu'en 2018, selon l'Union internationale des télécommunications, la grande majorité des pays africains, dont la Côte d'Ivoire, sont encore en situation de faiblesse face aux menaces informatiques. Donc on en parle depuis tout à l'heure. Selon vous, quelles sont les conséquences de cette situation sur le plan économique, par exemple, d'un pays, sur la réputation du pays et puis sur la sécurité même des citoyens? Alors, en termes de... Vous avez donc posé la question en plusieurs étapes. En termes de réputation, je pense qu'il y a un impact qui est très dommageable, qui fait que certains services, de facto, ne sont peut-être pas disponibles dans le pays en question, parce que ce pays a une réputation justement d'avoir beaucoup de cybercriminels. Par exemple, PayPal, je crois qu'on ne peut pas avoir de compte PayPal en étant en Côte d'Ivoire. Je crois que jusqu'à... iTunes aussi, oui, App Store, l'Apple Store aussi, je crois que c'est un peu compliqué. Jusqu'à quelques années, je crois même que c'est toujours le cas. Quand vous voulez faire un Western Union au Canada, je crois que c'était quasiment pas possible, parce que justement, il y avait cette méfiance-là envers la Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, je pense que l'impact peut être beaucoup plus important au niveau économique. Parce que si aujourd'hui, nous ne prenons pas en compte les mesures qu'il faut pour pouvoir se prémunir et se défendre contre ce fléau, potentiellement, les effets sont dévastateurs. Si vous avez une entreprise qui aujourd'hui génère un chiffre d'affaires très important et que du jour au lendemain, elle se retrouve bloquée, stoppée dans ses activités, et il y en a eu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je ne vous parle pas d'entreprises qui sont... Jusque dans des banques, à des niveaux assez élevés. Ah oui, et sur des montants très élevés, très élevés aussi. Donc j'ai envie de dire, potentiellement, on est assis entre guillemets sur une bombe. Donc c'est la raison pour laquelle il faut sensibiliser, il faut se former, il faut investir dans les infrastructures et il faut mettre en place les lois qui existent déjà aussi pour certaines dans certains pays, dont la Côte d'Ivoire, et aussi les structures de gouvernance qui existent aussi dans notre pays, mais qu'il faudrait aussi, je pense à mon avis, renforcer en donnant plus de moyens à ces acteurs-là de faire leur travail correctement. Mais justement, parlant des moyens justement pour lutter contre cela, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a une législation en matière de lutte contre la cybercriminalité. Déjà, est-ce que vous pensez que cette législation est respectée ou est-ce qu'il faudrait la renforcer? Quand vous dites respecter, dans quel sens? Est-ce qu'elle est vraiment appliquée? Alors, malheureusement, je pense que je suis un peu mal placé pour dire si elle est appliquée ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà l'avantage d'avoir une législation qui existe. Une législation, c'est un cadre qui permet de réglementer la façon dont les choses sont faites. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Pour dire désormais, si on met la main, par exemple, si un cybercriminel, la loi permet qu'il soit puni. Effectivement. C'est important qu'on le sache. Maintenant, après, entre la législation, l'application et ensuite la répression, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes de la cybercriminalité, il y a un des caractères transfrontaliers. Aujourd'hui, un cybercriminel peut être dans n'importe quelle partie du monde et avoir des victimes, faire des victimes en Côte d'Ivoire et vice-versa. Donc il y a un aspect de coopération internationale qui est extrêmement important également. Et c'est tous ces points-là justement qu'il faut essayer de juguler. Alors justement, c'est bien quand on parle de loi pour punir les contrevenants, les cybercriminels. Mais nous, on a envie de dire, avant même qu'on atteigne le niveau de la répression, qui nous protège? Vous nous invitez à faire plus attention à des S sur des adresses. Mais je ne suis pas très sûr que ce soit toujours le cas. Mais à côté de cela, c'est un peu comme le système du voleur. On ferme nos portes. Mais qui nous protège? Alors aujourd'hui, on a une autorité, donc l'autorité de régulation des télécoms en Côte d'Ivoire, la RTCI, qui joue le rôle principal donc, de régulateur en matière de cybersécurité, qui se charge de l'application de cette loi de 2013 dont vous parlez, et qui a des structures en son sein, dont une structure qui s'appelle le CICERT, donc Computer Emergency Response Team, donc le centre de réponse aux incidents d'urgence, qui est une structure de veille qui permet de répondre donc aux incidents qui arrivent dans le cyberespace ivoirien. Nous avons également la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui, elle, est une émanation de la police nationale à travers la direction informatique des traces technologiques et l'RTCI, qui permet donc d'assister les personnes qui sont victimes de cybercriminalité.
Et je pense effectivement que nous pourrions avoir peut-être une agence nationale, ça pourrait être la RTCI, ça pourrait être une autre agence, mais une agence nationale qui réfléchirait de façon un peu plus globale à la stratégie qu'on pourrait avoir en Côte d'Ivoire dans le domaine. Je pense que dans certains pays de la sous-région, par exemple au Togo, très récemment, il y a un centre d'opération de sécurité qui a été mis en place justement pour répondre à tous ces événements, qui vient donc en complément des structures qui sont déjà présentes. Donc, les structures existent. Je pense qu'il faut leur donner plus de moyens. J'allais arriver à ce point-là. Elles existent, mais est-ce qu'elles ont les moyens de pouvoir faire face? Parce qu'on est constamment en guerre. Parce qu'autant on développe des systèmes, les hackers également se disent il faut qu'ils redoublent d'efforts pour pouvoir contourner tous les pare-feux, et ainsi de suite. Non, aujourd'hui, elles ont les moyens. Elles ont les moyens, mais si vous voulez, par rapport Est-ce qu'on a des ordinateurs qui sont la pointe? Oui, on les a. Et ces structures font un travail remarquable. Aujourd'hui, je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent, Gelpetchan Ouattara, qui est à la tête de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est un expert connu et reconnu en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, avec ses équipes, font un travail remarquable. Et je pense que ce n'est pas le seul. Donc aujourd'hui, à cause justement du phénomène des brouteurs qu'on a vécu, on a été obligé de se mettre à niveau. Mais je pense qu'on pourrait encore aller un peu plus loin. Alors moi j'ai une question qui est plus en relation avec les données à caractère personnel. Il y a beaucoup de témoignages qu'on lit souvent sur, par exemple, des faits de sensations d'écoute, de micro ouvert. Par exemple, on va s'asseoir dans le salon, on va parler de voyage et automatiquement, dès qu'on est sur notre ordinateur, on a une publicité de voyage qui sort. Et la personne qui a témoigné disait que comme ils avaient remarqué, à chaque fois qu'ils parlaient d'un sujet, au bout de quelques secondes, ça sort. Est-ce que ça veut dire que on est à la limite espionné chez nous? Est-ce que c'est quelque chose de légal? Et quels sont les recours qu'on peut avoir? Et dernière question, comment se protéger? Mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, je peux témoigner. Ça m'arrive souvent d'avoir une discussion par rapport à un sujet. Puis j'allume mon téléphone, je vais sur Instagram et puis j'ai des pubs. Tout le monde, même avec alors, Facebook. en termes de légalité, malheureusement, je ne suis pas juriste sur les données à caractère personnel. Je pense que nous avons des experts ivoiriens très renommés dans le domaine. Je pense d'ailleurs à M. Léon Brandré, que je connais aussi. Donc, je pense qu'ils seront plus à même de vous répondre sur ce sujet-là. Oui. Après, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons tous des téléphones, nous avons des smartphones, nous avons des iPhones, des BlackBerry et autres, j'en passe, qui ont certaines technologies qui font que, de par leur réglage, parfois, je pense que les micros sont... les micros, voilà, donc c'est possible. Oui. Tout comme quand vous allez sur Google, si vous faites une recherche par rapport à quelque chose, il y a un algorithme qui permet justement de pouvoir vous proposer des recherches associées à ce que vous avez déjà recherché. Donc aujourd'hui, votre dernière question, c'était comment s'en prémunir? Comment s'en protéger, oui. Alors aujourd'hui, s'en prémunir, je pense que, je ne dirais pas que c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut accepter d'une certaine façon la réalité dans laquelle on est. C'est-à-dire que nous ne vivons malheureusement plus dans un monde où les choses ne sont plus interconnectées. Nous sommes dans l'ère du digital, dans l'ère du numérique. Donc, malheureusement, il faut, je ne sais pas si je peux dire qu'on doit s'y faire, mais il faut prendre en compte ces différentes spécificités-là. C'est le Big Brother dont on parle. Ce n'est plus, ce n'est plus une utopie. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, à nous, justement, de savoir ce qu'on fait, justement, avec ces éléments-là. Donc, je pense qu'on a mis ces éléments tellement au centre de nos vies que malheureusement on en devient un peu dépendant et que on n'a plus vraiment le contrôle en fait sur ce qu'on peut en faire. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que justement avec l'avancée de toutes ces technologies, on court vers un monde où on ne sera plus protégé? Non, c'est pas. On n'aura plus de vie privée en réalité, c'est ça. Donc on ne sera plus protégé. De moins en moins de vie privée parce que naturellement tous les services qui nous sont proposés, si vous regardez en plus aujourd'hui, sont de plus en plus interconnectés. Si vous avez Alexa, l'objet automatique connecté à votre compte Google, qui est connecté à votre Google Maps, très rapidement. Qui est même connecté à ma voiture. Voilà, moi j'ai des informations que je vois dans ma voiture, qui sont chez moi. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est plus ou moins un choix qu'on a fait. Donc à nous justement de savoir quelles sont les informations qu'on en partage, quelles sont celles qu'on partage moins,
il y a la possibilité de le faire, mais il faut s'informer. Quelle discussion tenir avec son smartphone avec son smartphone. Mais par contre, ce que je voudrais savoir, Franck, c'est aujourd'hui, quand on est victime de ces situations-là, quand on constate qu'on est attaqué, qu'est-ce qu'on a comme recours? Qu'est-ce qu'on fait? Le premier réflexe aujourd'hui? Justement, je pense qu'il faut contacter justement la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est l'autorité qui est la plus compétente aujourd'hui pour aider une personne qui est victime de cybercriminalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les banques, les structures diplomatiques, elles ont la possibilité? Alors oui, soit cette plateforme-là ou le CICERT dont je parlais tout à l'heure justement, qui peuvent accompagner ces acteurs-là dans le... Alors, Monsieur Kié, vous êtes expert et consultant donc, en cybersécurité. Alors, j'ai une entreprise, une jeune entreprise, je viens de commencer, mais je traite peut-être des données qui sont sensibles. Comment est-ce que je fais, moi, pour me protéger d'un cas de cybercriminalité, par exemple, au sein de mon entreprise? Je pense déjà qu'au sein de votre entreprise, il faudrait que vous puissiez avoir un expert, ou du moins une personne qui s'y connaît, on va dire plus ou moins, qui pourrait vous aider à avoir les antivirus, tous les mécanismes, on va dire, pour protéger votre infrastructure informatique. Après, tout dépend naturellement de la taille de l'entreprise. Mais aujourd'hui, une des chances qu'on a, parce qu'on parle d'Internet, on parle de numérique, donc là, on a surtout abordé les côtés négatifs, mais les côtés positifs aussi, c'est que sur Internet, aujourd'hui, c'est une ressource qui est disponible à tout le monde, donc vous pouvez également voir comment vous protéger. Une autre des solutions, c'est d'avoir ou c'est de prendre des consultants comme nous. Qui peuvent vous accompagner dans le domaine. Donc il y a plusieurs solutions aujourd'hui. All right, super. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Mais il faut qu'on vive avec l'idée selon laquelle on est toujours susceptible. Oui, très clairement. Je vais vous dire quelque chose qui ne va peut-être pas vous faire plaisir, ou peut-être que vous ne saviez pas, mais quand vous avez un ordinateur portable, vous avez une petite caméra sur votre ordinateur. Elle peut être activée à distance. C'est possible. Beaucoup de... À partir de comment? Ils passent par où, en fait, quel genre de réseau ils utilisent pour pouvoir venir activer? Après chaque... C'est quoi, par ma boîte mail, l'adresse IP? Non, pas forcément par votre boîte mail. Une personne qui s'y connaît suffisamment en informatique peut le faire. Si vous regardez aujourd'hui, la plupart des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, elles auront un petit cache sur leur caméra. Moi, j'ai vu ça dans un film qui s'appelle Snowden. Qui rappelait l'histoire d'Edward Snowden, qui a prouvé que il n'y a que ça. Il est gentil, Francky, de ne parler que de ça, mais il y a d'autres moyens pour vous espionner, Rabia Diallo. En fait, moi, c'est pas ça. S'ils veulent vous espionner. Le point, c'est qu'en réalité, on tient une discussion extrêmement importante sur un sujet délicat. On ne doit pas garder son smartphone à côté de soi. C'est exactement ça. Parce que nos micros sont allumés, les ordi... Et encore, peut-être que ton micro-ondes t'enregistre, ta télé t'enregistre. Non, mais parce qu'aujourd'hui... Demain, si vous avez des objets connectés chez vous et que tous ces objets-là sont connectés, naturellement, c'est une source qui peut être utilisée. C'est l'Internet des objets. Donc, ils peuvent servir, ils peuvent être activés à distance pour servir dans le cas d'une autre cyberattaque. Ils peuvent soit se retourner en guillemets contre, enfin je dirais pas contre vous, mais des personnes pourraient, si demain je suis un cybercriminel, je sais que vous avez tous ces objets-là chez vous et que j'ai la possibilité de désactiver à distance ou bien de les reprogrammer d'une certaine façon. Aujourd'hui, ce sont des choses qui se passent déjà, on va dire, pour des entreprises. Il y a eu plusieurs cas depuis la crise du Covid-19 d'hôpitaux qui ont subi, des hôpitaux en Europe, qui ont subi des cyberattaques. Pourquoi les gens font ça? Mais pourquoi? Parce que justement, ils savent qu'en faisant une cyberattaque, qu'est-ce qu'ils font? Exactement, une rançon. Et vu que les personnes sont hospitalisées, les hôpitaux sont plus ou moins obligés de payer. À ce propos, moi j'ai bien envie de conseiller un film qui s'appelle Jexi et qui est vraiment illustre exactement ce qu'on est en train de dire. Je ne dirais pas où ça passe. Quand même. Nous sommes de retour pour la dernière partie de notre émission en compagnie de notre invité, Francky, je rappelle, expert et consultant en cybersécurité. Pendant la pause, quelqu'un m'a dit, le gars qui parle, même il est jeune, il parle des brouteurs. Est-ce que ça n'a pas été un brouteur qui a été reconverti? Non, pas. Non, parce que c'est une légende urbaine de la NASA qui récupérait des hackers pour en faire des consultants en cybersécurité. C'est pas une légende urbaine. Même aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui sont des hackers éthiques
qui existent, qui ont commencé peut-être pas forcément du bon côté de la barrière, mais qui aujourd'hui se sont reconvertis et en font une activité professionnelle totalement légale. Donc, il y a des gars qui étaient du bon côté, qui sont pas du mauvais côté, et d'autres qui ont été... Effectivement. Mais justement, ça pose un vrai problème de sécurité aujourd'hui. On sait tous qu'on utilise Internet, on sait aujourd'hui les avantages d'Internet, il est difficile de s'en passer. Mais avec ce que vous nous présentez aujourd'hui, ça prouve qu'il faut vraiment faire attention parce qu'on est constamment sujet à des attaques, et nous à notre humble niveau, mais des structures, des institutions, des gouvernements. Effectivement. Et je pense qu'aujourd'hui, la menace, elle est à tous les niveaux. Donc il faut vraiment prendre cette menace en compte. Il faut sensibiliser. Donc qui est une des vocations de la plateforme que nous avons créée avec une dizaine d'autres jeunes. Parlez-nous justement, je vous prends un mot. Parlez-nous un tout petit peu de cette plateforme. Alors, donc, la plateforme s'appelle CyberOps. Nous l'avons créée en novembre 2019. L'objectif premier est de sensibiliser sur le risque cybersécurité en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, quand on l'a créée, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plateforme spécialisée dans le domaine en Afrique. Nous agissons à travers plusieurs moyens. Le premier est un site internet donc, qui est le premier portail d'actualité cybersécurité en Afrique. Au-delà de ça, nous proposons donc des interviews, nous proposons des analyses, nous proposons des webinaires pour pouvoir justement éduquer, sensibiliser, former. En plus de ça, nous avons un événement, donc le Cyber Africa Forum, dont Live TV est partenaire d'ailleurs, qui réunit les acteurs publics et privés autour de cette problématique cybersécurité pour la mettre au cœur des enjeux. Il aura lieu le 7 juin prochain ici à Abidjan et nous avons déjà plusieurs partenaires de premier rang, au premier rang desquels Huawei, Deloitte, MTN qui nous accompagnent, ainsi que des speakers de premier rang également. Nous avons également une communauté que nous allons lancer d'ici la fin de l'année, donc la Cyber Africa Community, parce qu'au-delà de tout ça, notre objectif aussi c'est d'apporter de la connaissance. C'est de produire du contenu, c'est d'apporter notre contribution dans le domaine. Donc, nous travaillons dessus. J'ai une question par rapport au forum. Vous avez dit que la cible, ce sont des acteurs du domaine informatique, on va dire. Mais est-ce que les jeunes sont aussi conviés? Je parle de tous ces jeunes-là qui sont des utilisateurs de toutes ces applications. Mais surtout les jeunes. Alors, si vous voulez, donc, ce ne sont pas que des acteurs du monde informatique. Notre approche, en fait, est de prendre des sociétés qui sont expertes dans leur domaine, de mettre en face des experts métiers, afin de croiser dans un premier temps, on va dire, leur point de vue. Aujourd'hui, vous travaillez dans la communication, mais vous ne savez peut-être pas les risques auxquels vous êtes, auxquels vous faites face. Elle poste ses photos, ses vidéos, régulièrement. Et justement, attends. Pardon, on continue. On va revenir là-dessus sur les photos de Sophie Aïda. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc ça, c'est notre première approche avec donc des personnes du secteur, des décideurs du secteur privé, du secteur public pour aborder ces thématiques. Mais en plus de ça, nous prévoyons donc d'organiser un hackathon où nous allons sélectionner un certain nombre de jeunes justement qui participeront à une épreuve bien définie pour essayer justement aussi de détecter des talents et de contribuer à l'éclosion de cet écosystème en fait. Donc voilà. Bien. Oui, c'était par rapport à la sensibilisation dont Sophie Aïda parlait. On est tellement hyper connectés actuellement, nous tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait éviter de faire sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'on peut éviter de faire pour ne pas regretter dans 10 ans ou 20 ans. On a vu récemment qu'il y a eu des situations liées à la fréquentation des réseaux sociaux, de la mauvaise utilisation. Qui ont causé le décès d'une jeune internaute, par exemple, qui s'est retrouvée... C'est récurrent, par exemple. Alors, je pense aujourd'hui qu'il faut On a l'avantage d'avoir sur notre plateau un expert. C'est ça. On en profite un tout petit peu. Je pense aujourd'hui que... Non, je vous en prie. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même avoir une approche où il faut faire une utilisation, à mon avis, modérée des réseaux sociaux. Je pense qu'on a tous peut-être, je pense, plus ou moins, en fonction de nos personnalités, de partager certains aspects de notre vie ou pas. Mais je pense qu'il faut savoir justement dans quelle mesure
on peut le faire ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en suivant une célébrité, par exemple, rien qu'en suivant ses stories sur Instagram, vous pouvez savoir où une personne est, où elle était ce matin, où elle était hier. Ou même en temps réel, où elle se trouve. Effectivement. Et donc, je pense qu'il y a tous ces aspects-là à prendre en compte en tant que particulier. Est-ce que vous savez que certaines personnes se sont faites cambrioler parce qu'elles ont posté des photos de vacances d'elles dans un autre lieu. Donc des personnes savaient qu'elles n'étaient pas là et ont pu cambrioler leur appartement. Incroyable. Donc on n'a pas dit de ne pas poster de photos de vacances, mais je pense qu'il faut savoir utiliser ces outils-là dans une certaine mesure. Après aussi, vous avez la possibilité de pouvoir verrouiller votre compte si vous le souhaitez. Donc il y a plusieurs moyens. Je pense qu'il faut... Il faut vivre avec l'idée selon laquelle les réseaux sociaux nous exposent à certains risques. Il faut vivre en fonction de cela. Il faut se protéger un maximum. Effectivement. C'est un travail de sensibilisation que vous faites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et notamment avec cet événement et tout ça. Mais c'est une question qui concerne toute une population, donc qui demande aussi de l'implication du gouvernement. Est-ce qu'il vous accompagne dans ces actions? Alors, si oui, comment? Enfin, si vous voulez... Le gouvernement, à travers l'événement qu'on devait organiser, était représenté, on va dire, au premier plan, parce que notre parrain était feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, donc qui malheureusement n'est plus. Donc ça démontrait d'une certaine façon l'implication au premier plan des autorités ivoiriennes. Nous, aujourd'hui, notre objectif, on est plus du côté de la société civile. On apporte juste notre pierre à l'édifice. Donc je pense que c'est la somme de toutes ces initiatives-là que nous essayons de mener, qui permettra justement de faire avancer le débat et de faire avancer les choses dans le bon sens. Je pense que le gouvernement fait le travail qu'il faut avec les moyens qu'ils ont et qui font déjà, je pense, un travail remarquable. Si demain, nous avons la possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir collaborer ensemble, ce sera avec très grand plaisir parce que je pense aussi que la cybersécurité doit se faire avec des Africains pour des Africains. Nous avons de plus en plus d'experts dans le domaine. Donc voilà, c'est l'approche que nous essayons de prôner à travers notre plateforme. Je sais qu'il y a certaines entreprises qui se sont posées des questions. Tiens, on a bien entendu le monsieur, il nous a bien expliqué un certain nombre de choses. Je pense qu'il a un profil qui nous intéresse pour protéger nos données. Parce que aujourd'hui, quand on monte une entreprise, autant on a un vigile pour protéger. Donc il faut avoir un expert en sécurité pour pouvoir protéger nos données. Est-ce que ces données, justement, est-ce que ces données d'avoir... Il y a un jeu de mots. Est-ce que ça coûte pas cher, en vrai, d'avoir un expert en sécurité aujourd'hui? Non, pas plus qu'un juriste d'entreprise, je pense, ou pas plus qu'un comptable, effectivement. C'est une fonction, on va dire, enfin peut-être pas support, mais c'est une fonction qui fait totalement partie aujourd'hui, à mon avis, de la gouvernance d'une entreprise à partir du moment où vous avez un ordinateur portable. Donc c'est totalement essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, ça vous coûterait beaucoup plus cher de ne pas investir sur une personne ou bien sur une structure qui vous accompagnera, plutôt que d'être confronté à une situation où toutes vos opérations, tous vos clients, toutes vos données sont perdues et que vous ne pouvez rien faire. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passera? Des cybercriminels vous demanderont de payer en crypto-monnaie, donc en bitcoin ou en d'autres crypto-monnaies. Déjà, je pense que vous ne saurez même pas comment vous en procurer déjà pour commencer. Ensuite, les montants seront plus ou moins, on va dire, astronomiques. Donc, je pense qu'il ne faut pas lésiner sur la prévention. Parce que les conséquences peuvent être très graves. On revient sur pour terminer, sur votre plateforme. Comment on a des informations, il y a un site forcément pour rappeler pour nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Alors, notre site internet, c'est www.cyberops.com. CI, justement, au lieu de CY pour faire référence à la Côte d'Ivoire, donc CIBEROBS.com. Nous sommes sur toutes les plateformes, donc Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, nous avons une chaîne YouTube également et la page dédiée de notre forum, le Cyber Africa Forum sur LinkedIn. Est-ce qu'on a le S à HTTP là, quand on va sur le site? Je vous laisse vérifier. Francky, merci d'avoir été à notre compagnie sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez parce qu'il y a beaucoup de questions. Avec grand plaisir. Merci mesdames pour l'invitation. De m'avoir accompagné sur ce plateau. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre rendez-vous du Life Talk. Prenez soin de vous et des autres. Et puis pensez à votre sécurité. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. À demain.